Alors, on va commencer le dossier numéro 1. Donc, pour tout dossier, quand vous lisez l'énoncé, il faut faire ce qu'on appelle un brouillon des zéros. Donc, je vais le faire avec vous sur le tableau. Alors, monsieur X, âgé de 68 ans, aux antécédents de diabète. Donc, on note diabète, parce que ça peut avoir des conséquences, soit à cause des traitements qu'il prend, ça peut contre-indiquer certains examens en pneumologie, soit à cause des complications du diabète, par exemple complications cardiovasculaires. Antécédent d'hypertension artérielle, donc ça aussi on note, hypertension artérielle. Antécédent de bronchite chronique. Alors la bronchite chronique, quand on est dans un cas de pneumologie, il faut tout de suite penser à la possibilité d'une BPCO derrière. Donc bronchite chronique, est-ce que ça ne serait pas une BPCO? Et il consulte pour majoration progressive de sa dyspnée. Donc c'est un monsieur qui déjà de base a une dyspnée. Donc ça confirme déjà la suspicion éventuelle de BPCO. On nous dit après qu'il fume 1,5 paquet par jour. Donc il est fumeur. Donc là vous notez tabac. Et surtout, vous notez qu'à un moment ou un autre, s'il y a une question de traitement, il va falloir arrêter le tabac. Il ne faudra pas oublier. Arrêt du tabac. On nous dit donc qu'il fume 1,5 paquet par jour depuis le service militaire. Alors généralement, les patients, quand vous leur posez la question, ils vous disent « oui, on a commencé à fumer au service ». Ça vous donne un âge, le service militaire, c'est 18 ans. Donc vous savez qu'ils fument depuis l'âge de 18 ans. Vous soupçonnez une exacerbation de BPCO, donc là on vous donne le diagnostic, ça va être plus facile. Alors, la première question. Quelle est la définition de la bronchite chronique? Alors la bronchite chronique, ça c'est du court, c'est un patient qui présente des expectorations productives, enfin voilà, donc une toux productive, pendant plus de 3 mois par an et pendant plus de 2 ans. Ça c'est purement du court. La deuxième question, comment évaluer le tabagisme du patient? Alors le tabagisme, c'est toujours la même chose, ça s'évalue en paquets années. Comment ça se calcule? On multiplie le nombre de paquets fumés par jour, donc là en l'occurrence 1,5, par le nombre d'années où il a fumé. Alors lui, on sait qu'il a commencé à fumer à 18 ans, puisqu'on l'a dit, il a fumé lors de son service militaire. Il en a 68 maintenant, ça fait donc 50 ans qu'il fume. 1,5 fois 50, ça fait 75 paquets années. Alors, je vois que j'ai une question. Oui, effectivement, les troubles respiratoires de la BPCO sont-ils réversibles à l'arrêt du tabagisme? Merci. Alors, les troubles respiratoires de la BPCO sont des lésions qui sont irréversibles parce que le tabac entraîne un emphysème, une destruction du parenchyme pulmonaire et une obstruction bronchique qui est fixée. Donc, si le patient arrête de fumer, il ne va pas améliorer sa fonction respiratoire, il va simplement arrêter de se dégrader. Donc, il ne faut pas dire à vos patients « arrêtez de fumer, ça ira mieux ». C'est pas vrai, c'est arrêter de fumer, ça va arrêter de s'aggraver. Troisième question, comment évaluer la dyspnée de ce patient? Alors, il existe en fait plusieurs échelles de dyspnée. En cardiologie, par exemple, on utilise l'échelle NYHA. En pneumologie, le collège d'enseignants de pneumologues, qui est le référent pour l'ENC, eux, ils utilisent plutôt l'échelle MMRC. C'est une échelle qui est plus adaptée à la pathologie pulmonaire. Donc le stade 0 de cette échelle, c'est quand on est essoufflé pour des efforts dits intenses, c'est-à-dire monter 2 étages. Le stade 1, c'est quand on est essoufflé pour une marche rapide ou une marche en pente. Le stade 2, c'est quand on est essoufflé sur un terrain plat en marchant à côté de quelqu'un de son âge, mais que lui, il n'est pas essoufflé, mais vous avez du mal à suivre. Le stade 3, c'est quand le patient vous dit qu'il est essoufflé au bout de quelques mètres ou quelques minutes sur une marche en terrain plat. Et le stade 4, c'est la dyspnée de moindre effort. Donc voilà, il faut poser ces questions-là au patient pour essayer d'évaluer l'intensité de sa dyspnée. Question 4. Quelle est la définition de la BPCO? Alors, la définition de la BPCO, c'est encore du court. C'est un trouble ventilatoire obstructif
qui est défini par le coefficient de Tifno, donc VEMS sur CV, inférieur à 70%. La particularité de la BPCO par rapport à l'asthme, c'est que le trouble ventilatoire obstructif, il est non réversible. C'est-à-dire qu'on donne des bêta-2 mimétiques, mais le coefficient de Tifno, il ne bouge pas, il n'augmente pas, le VMS n'augmente pas. Et on parle aussi de BPCO quand le contexte est évocateur. C'est-à-dire qu'il faut une notion de tabagisme. La BPCO, ça sous-entend que le patient a fumé. L'asthme vieillit, où il y a un trouble ventilatoire obstructif qui est fixé, ou la dilatation de bronche, où on peut aussi avoir un trouble ventilatoire obstructif non réversible, classiquement ne font pas partie de la définition de la BPCO. Alors, il y a une question concernant la question numéro 4. Ma question est, je pensais que la BPCO ne s'accompagnait que d'un emphysème centrolobulaire. Est-ce faux? Ou quelle est la définition d'un emphysème? Merci. Alors effectivement, les patients BPCO ont souvent de l'emphysème et l'emphysème fait partie de la définition de la BPCO. Alors il existe classiquement deux grands types d'emphysème, l'emphysème panlobulaire et l'emphysème centrolobulaire. Alors c'est quoi la différence? L'emphysème centrolobulaire, c'est une destruction simplement de la bronchiole terminale au centre de la sinus. Alors que, donc ça, classiquement, c'est l'emphysème qu'on trouve chez le tabagique. C'est la forme la plus fréquente. L'emphysème panlobulaire, c'est une destruction de toutes les structures de la sinus, donc à savoir la bronchiole terminale, mais aussi les alvéoles qui sont autour et parfois même les vaisseaux. Donc ça donne vraiment au scanner ou à la radio une grande hyperclarté du parenchyme. Et alors classiquement on dit que l'emphysème panlobulaire c'est celui qui est associé au déficit congénital en alpha-antitrypsine, mais ça peut se voir aussi chez les gens qui ont beaucoup fumé. Mais pour vous, je pense qu'à ce niveau, il faut retenir que l'emphysème centrolobulaire, c'est l'emphysème du tabagique, et l'emphysème panlobulaire, c'est plutôt l'emphysème des patients qui ont un déficit en alpha-antitrypsine, et les deux appartiennent à la catégorie des BPCO. Question numéro 5. Quels sont les signes de l'examen physique évocateur de BPCO? Alors, quand on vous demande l'examen physique, en pneumologie, c'est toujours la même chose. C'est inspection, palpation, percussion, auscultation et examen extrapulmonaire. Alors, les signes de la BPCO à l'examen physique. À l'inspection, vous avez un patient qui a un thorax distendu, donc qui est un gros thorax, qui respire à lèvres pincées, c'est-à-dire qu'il fait pff, pff, il respire vraiment avec les lèvres, et le temps expiratoire est très très long. Ça en fait, c'est lié à l'obstruction. Chez les stades très avancés de BPCO, vous pouvez avoir un patient qui est cyanosé, s'il est hypoxique. Vous pouvez avoir un patient qui utilise les muscles respiratoires accessoires, comme les sternocléidomastoïdiens. Et puis, il y a la position du tripode. Alors ça, c'est les BPCO très avancés. Donc, c'est des patients, ils sont assis, ils prennent appui sur leurs genoux, comme ça, avec les bras en rotation interne. Et ça permet d'améliorer la mécanique ventilatoire et ça les aide à mieux respirer. Donc, si vous voyez un patient qui est comme ça, assis, les mains sur les genoux, avec les bras comme ça, et qui respire à lèvres pincées, c'est un BPCO très avancé. Donc ça, ce sont les signes de l'inspection. Les signes de la palpation, il n'y a pas grand-chose dans la BPCO. La percussion, éventuellement, on peut avoir un tympanisme parce que c'est des patients qui sont emphysémateux. Et puis, à l'auscultation, vous avez soit des ronchis qui rentrent dans le tableau de la bronchite clinique. Hein, c'est des patients qui sont encombrés, qui ont des sécrétions abondantes, donc il y a des ronchis bilatéraux. Vous pouvez aussi avoir une diminution du murmure vésiculaire chez les patients très emphysémateux. Et aussi une diminution de la perception des bruits du cœur. Ça aussi, c'est lié à l'emphysème.
Ne pas oublier toujours dans l'examen physique les signes extrapulmonaires, notamment les signes d'insuffisance cardiaque droite, parce que quand vous avez un patient qui est BPCO, qui est en hypoxie chronique, il existe une vasoconstriction des artères pulmonaires, réflexe à cause de l'hypoxie, responsable d'une hypertension artérielle pulmonaire et qui peut se manifester cliniquement par une turgescence jugulaire ou un reflux hépato-jugulaire. Question numéro 6. Votre patient vous tend un résultat d'examen du souffle qu'il a passé l'année dernière alors qu'il allait bien. Interprétez-le. Confirme-t-il le diagnostic de BPCO? Alors, vous pouvez voir normalement l'iconographie numéro 1 sur votre droite, qui représente donc des explorations fonctionnelles respiratoires. Alors, dans la réponse, il faut toujours dire quel type d'examen. Donc là, en l'occurrence, exploration fonctionnelle respiratoire, avec une spirométrie et une courbe débit-volume. Vous l'avez dit, la définition de la BPCO, ça comprend un trouble ventilatoire obstructif avec un VEMS sur CV inférieur à 70%. Donc là, vous pouvez voir que le VEMS sur CV, il est à 30%. Et vous l'avez dit aussi, le trouble ventilatoire obstructif ne doit pas être réversible. Donc vous regardez après administration de bronchodilatateurs, vous voyez que le VEMS sur CV n'a pas bougé, il est à 29%, donc le patient n'est pas réversible. Si vous regardez le VEMS seul, il est inférieur à 30%, ça veut dire que c'est une BPCO très sévère qui est au stade 4 de la classification GOLD. Alors on va faire un petit récapitulatif sur les EFR. Alors, je vais vous faire une courbe débit-volume. Donc ça, c'est le volume. Ça, c'est le débit. Donc quand vous respirez, normalement, à volume courant, c'est ça. Donc ça, c'est votre volume courant. Quand vous demandez à un patient de faire une courbe débit-volume, vous allez lui demander de faire une grande inspiration, qui va faire une très grande inspiration, et puis d'expirer très rapidement. Donc le débit va augmenter très vite, et après il va baisser. Donc ça, en gros, c'est la capacité vitale. Ça, c'est le débit maximal. Quand on expire, le débit monte très rapidement et il arrive à un pic qu'on appelle le débit expiratoire maximal, qui est mesuré en fait par le peak flow. Et puis, il y a le débit expiratoire maximal à 75%. Donc, ça représente 75% de la CV. Donc ça, c'est le DEM 75. Le débit expiratoire à 50%, quand on est à 50% de la CV. Et le débit expiratoire à 25%, quand on est à 25% de la CV. Alors, ces débits-là, débit 50 et débit 25, ce sont les débits expiratoires distaux, c'est-à-dire on arrive en fin d'expiration, on chasse l'air des toutes petites bronches, et quand on a un trouble ventilatoire obstructif qui est minime, peut-être que notre VEMS est normal, mais le débit expiratoire à 50 et à 25% de la CV est baissé. Donc ça, c'est des signes précoces d'obstruction. Ça, c'est une courbe à peu près normale. Le BPCO, lui, il va avoir une courbe qui va se casser et qui va être concave sur les débits distaux, parce qu'il va avoir des débits distaux qui seront diminués. Alors, question 7. Quels symptômes recueillis à l'interrogatoire ont pu vous faire suspecter le diagnostic d'exacerbation de BPCO? Donc ça, c'est encore du cours. Un patient qui est BPCO, s'il vous dit 1. Qu'il y a une majoration de sa dyspnée, 2. Qu'il y a une majoration de ses expectorations, soit dans la fréquence, soit dans l'abondance, soit parce qu'elles sont plus purulentes, ou une majoration de sa toux, ce sont des symptômes d'exacerbation. Vous demandez un examen complémentaire, interprétez-le.
Alors, l'examen complémentaire, c'est celui de l'iconographie 2 que vous avez donc à votre droite. Comment on répond à ce genre de questions? C'est toujours la même chose. On donne le type d'examen, on donne les signes positifs et on donne les signes négatifs. Et on fait une petite conclusion. Alors, le type d'examen, c'est une radiographie du thorax de face et une radiographie du thorax de profil. Vous pouvez voir que la radiographie de thorax de face, elle est en inspiration. Quels sont les signes positifs? Alors, on a un thorax qui apparaît distendu. Alors, les signes de distension, c'est qu'on a un thorax en tonneau. C'est la première chose. Le thorax en tonneau, ça veut dire que les apex ne sont pas pointus, les apex sont presque aussi larges que les bases. Donc ça, c'est complètement anormal. On a une augmentation des espaces intercostaux. On a un aplatissement des côtes. On a aussi un aplatissement des coupoles diaphragmatiques. Alors ça se voit sur la radiographie de profil. Sur la radiographie de face, vous voyez que la coupole diaphragmatique droite, elle est au même niveau que la coupole diaphragmatique gauche, alors que normalement, à droite, elle est un peu plus surélevée. Vous avez un parenchyme qui est hyper clair, de face. De profil, vous avez l'hyperclarté rétrosternale et rétrocardiaque qui est augmentée. Et puis, vous avez, si vous comptez le nombre d'espaces intercostaux, vous en avez plus que 8, et donc ça signe aussi la distension. Donc c'est une radio qui montre une distension pulmonaire majeure. Surtout, ne pas oublier les signes négatifs. Alors les signes négatifs, c'est quoi? C'est ici, il n'y a pas de cardiomégalie, il n'y a pas d'anomalie du médiastin, il n'y a pas d'anomalie pleurale. Donc, il n'y a pas d'argument, si c'est une radio qui a été faite au moment de la décompensation, pour une infection ou un foyer infectieux qui serait à l'origine de la décompensation. Une fois que vous avez interprété ça, vous pouvez conclure. C'est une radiographie thoracique qui montre une distension majeure, sans foyer pleuroparenchymateux, qui est donc compatible avec une décompensation de BPCO, sans facteur déclenchant identifié. Alors, je vois qu'il y a une question là aussi. Y a-t-il une différence entre le terme exacerbation de BPCO et décompensation de BPCO? Une exacerbation de BPCO est-elle toujours d'origine infectieuse? Alors, l'exacerbation de BPCO, c'est ce qu'on a défini précédemment, à savoir une majoration de la dyspnée, du volume des expectorations, de leur abondance, de leur purulence ou une majoration de la toux. Et une décompensation de BPCO, tout simplement, c'est une exacerbation qui menace le pronostic vital. Donc c'est en fonction des signes de gravité. Si vous avez un patient qui vient dans votre cabinet, qui a une exacerbation de BPCO, mais qui est venu tout seul, qui n'est pas hypoxique, qui ne présente pas de signes de détresse respiratoire, ça reste une exacerbation. En revanche, si vous avez une exacerbation de BPCO qui est amenée aux urgences par le SAMU ou par les pompiers parce qu'il a une dyspnée à la parole, qu'il est très hypoxique, qu'il utilise les muscles respiratoires accessoires et qu'il y a une respiration abdominale, là vous êtes dans la décompensation de BPCO parce que ça menace le pronostic vital. Et alors, en ce qui concerne les causes de décompensation de BPCO, la cause, elle n'est pas toujours infectieuse, bien sûr que non. Il existe plusieurs causes autres que les infections bactériennes ou virales. Alors, classiquement, on retrouve la prise de médicaments dépresseurs du système respiratoire, les morphiniques ou les benzodiazépines. L'embolie pulmonaire peut aussi être une cause des décompensations de BPCO. Et puis, il y a beaucoup de décompensations de BPCO qui restent idiopathiques, c'est-à-dire sans facteur déclenchant identifié. Voilà, on a terminé le dossier numéro 1.